bienvenue à nouveau. Donc j'espère que vous passez toujours un bon sabbat. Voilà, que cette pause a pu être profitable, que vous avez pu bien vous restaurer. Et bien nous allons continuer du coup sur la troisième étude de cet après-midi. Et pour cela, je vous propose de commencer par une prière silencieuse. Amen. Voilà, donc le cadre de l'étude que nous faisons donc aujourd'hui, donc c'est toujours la loi du dimanche, comprendre. Donc ça fait depuis des mois que nous essayons d'approfondir pour comprendre en fait la loi du dimanche, à quoi va-t-elle ressembler. Voilà, donc j'espère que les présentations de ce matin ont été profitables pour chacun d'entre vous. Et voilà, donc nous avons vu énormément de choses, je sais, beaucoup d'informations ce matin. Voilà, mais ne vous en faites pas. On va aller vraiment pas à pas. D'accord ? Donc pas d'inquiétude. Voilà, donc qu'est-ce que nous avons vu ce matin ? Ce matin, nous avons fait l'étude des rois. D'accord ? Pourquoi nous avons fait l'étude des rois ? Parce que nous voulons comprendre, derrière ces rois, en fait, la philosophie, ces rois ou ces présidents, la véritable philosophie de l'histoire que nous donne la Bible et que nous donne notre Dieu. Et à travers ces rois, bien sûr, nous comprenons qu'un roi égale une nation. Puisque lorsque nous prenons la statue de Daniel, lorsque Daniel s'adresse à Nebuchadnezzar, il lui dit donc c'est pour ça que nous avons voulu en fait comprendre en fait l'évolution, quels étaient les buts, quels étaient les objectifs, quelles ont été les réalisations de la droite chrétienne qui est en fait un acteur majeur dans la loi du dimanche, mais qui n'est pas le seul, puisqu'en fait plus on va avancer et plus on va se rendre compte effectivement qu'il y a d'autres acteurs et que le sujet de la loi du dimanche c'est un sujet qui est complexe, d'accord ? Donc ça on est tous d'accord pour ça. Donc c'est très bien. Et donc on a vu en fait tout. À des postes, donc ils n'ont pas pu obtenir ça, donc un succès en demi-teinte, d'accord ? Et puis après, il y a eu des présidents qui se sont succédés et ils n'ont pas été vraiment à la fête, d'accord ? Puisque ces présidents, ils ont mis la priorité sur autre chose, jusqu'à ce que l'un d'entre eux, quelque part, donc George Bush Jr., qui est en fait un born again, qui a eu vraiment une conversion dans l'histoire de sa vie, et lui, lorsqu'il arrive au pouvoir, il les a vraiment mis à leur avantage et il a fait en tout cas le maximum qu'il pouvait espérer. Mais malheureusement, un président aux États-Unis ne peut avoir que 2 mandats. Voilà. Donc après Bush, il a fallu passer la main à un autre roi, un autre président. Et comme on l'a un peu dit tout à l'heure, la présidence de Bush, sur la fin, c'était pas terrible. D'accord ? Autant au départ, alors c'était un petit peu serré, on l'a vu, avec Bush Al Gore, il y a eu
le 11 septembre qui a vraiment permis en fait, de le revigorer. Donc il a pris le costume de chef de guerre, ça l'a un petit peu mis en avant. Mais vers la fin, l'invasion en Irak, la gestion de l'ouragan Katrina, il y a une crise économique, il y a crise financière, sociale. Les Américains ne comprennent pas pourquoi il y a autant d'argent qui est dépensé dans des guerres un petit peu partout. Et voilà. Et ils ont besoin d'un renouveau en fait. Et se présente donc cet homme, ce noir métis, donc Barack Obama, qui lui en fait va vouloir vraiment incarner ce renouveau. Et donc la droite chrétienne va se pencher vers un candidat qui est contre lui, donc John McCain. Je ne sais pas si vous vous souvenez un petit peu de John McCain. Donc c'était un vétéran de la guerre au Vietnam, donc un petit peu vieux. Et en fait, la plupart des électeurs vont en fait se dire qu'avec ce président-là, on va recontinuer un petit peu sous la même chose que Bush en fait. Et ils ont vraiment envie d'avoir vraiment une rupture en fait. Et ce Barack Obama, et lui, ce qui sera intéressant, ce sera d'utiliser ça comme une parabole et de faire la comparaison contraste en fait. Parce que Barack Obama, c'est un homme qui est, pour lui, la religion, c'est quelque chose de fondamental aussi. Moi, ça m'a un petit peu étonné, puisque c'est vrai que dans mon image, je ne le voyais pas forcément comme quelqu'un de fondamentalement religieux. Et en fait, Barack Obama, c'est quelqu'un qui est très, très, très ancré dans sa foi chrétienne. Et les deux décisions qu'il a prises dans sa vie les plus importantes, donc le mariage avec sa femme Michelle et la décision de la présidence, il les a pris à l'aide de Dieu. Et c'est un président qui va, dès le départ, donc dès la campagne, il va mettre en avant vraiment sa foi chrétienne, mais de façon beaucoup plus équilibrée. Et donc il va réussir à convaincre, alors pas forcément tous les évangéliques, mais une partie, en tout cas, de l'électorat évangélique qui a été déçu, par George Bush. D'accord ? Et on va voir en fait qu'il va se positionner en rupture par rapport à la question de l'avortement, par rapport à la question du mariage homosexuel, par rapport à la question du climat, par rapport à la question de la politique étrangère. Alors, ce qu'on va pouvoir constater également, c'est que dès que Barack Obama va commencer à prendre de l'ampleur, arriver en fait sur le devant de la scène, très, très vite, il va y avoir un nombre d'attaques de la droite chrétienne qui vont être assez fortes, d'accord ? Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder ces différentes attaques et on va essayer de comprendre en fait comment, Barack Obama va lui, par rapport à son programme, lancer une marche vers l'égalité et vers la reconnaissance des droits des minorités. Parce que finalement, ce qu'on va comprendre, c'est que en fait, ce qu'il va essayer de mettre en avant, c'est ça en fait. C'est l'égalité et la défense des droits des minorités. Alors, on va essayer de comprendre aussi comme je vous ai dit, Barack Obama, c'est quelqu'un de spirituel, c'est quelqu'un de religieux. Et en fait, on va essayer de comprendre en fait quelle est sa vision en fait. D'accord ? Et donc pour cela, on va aller sur la diapo numéro 5. La diapo numéro 5, et donc la première phrase, elle est importante. La rupture avec les mesures les plus conservatrices de George Bush. Donc vous voyez tout de suite, on vous dit quoi ? Il y a une rupture. Mais ça ne signifie pas pour autant que Barack Obama rejette toute influence de la religion dans ses prises de décision. Donc finalement, ce qu'on voit ici, c'est que les deux, que ce soit George Bush ou Barack Obama, ils ont vraiment acté l'influence de la religion dans les décisions qu'ils vont prendre. D'accord ? Donc ça, il faut vraiment qu'on le comprenne, qu'on s'arrête dessus, et que ce soit très clair. Et lui, il dit, et en fait, c'est ce qu'il va faire, c'est que toutes les décisions qu'il va prendre, en fait, il va les fonder sur la religion, mais il dit, au contraire, il estime que la religion doit fournir les fondements spirituels et moraux
aux réformes entreprises par l'État et la vie politique du pays plus généralement. Selon lui, la foi doit s'exprimer non seulement dans les églises, mais aussi à travers les politiques du gouvernement, et notamment les mesures contre la pauvreté, le chômage, le racisme, la guerre ou encore le réchauffement climatique. Donc lui, il dit aussi que la foi, que la religion, elle doit s'exprimer, mais en faveur de l'égalité. Donc on voit effectivement, ici, on voit vraiment une rupture, mais on voit que finalement, c'est toujours la foi et c'est toujours la religion, mais au service de l'égalité. Et on va continuer. Il nous est dit, dans la perspective d'Obama, il est essentiel que la foi et les croyances religieuses cessent d'être utilisées pour diviser les gens, mais qu'elles jouent plutôt un rôle rassembleur. Donc là, on voit en fait cette idée de ne pas être dans la division, mais plutôt de rassembler, de ne pas être dans la discrimination. Et il nous dit, un vrai croyant se doit de comprendre et d'accepter ceux qui sont issus de religions et de confessions différentes. Donc est-ce que vous voyez déjà comment ça tranche en fait, avec la vision qu'on a vue tout à l'heure, en fait, la vision de la droite chrétienne fondamentaliste. D'accord ? Et en fait, c'est vraiment cette vision en fait, qu'il va essayer de mettre en place. Et c'est pour cela en fait, que ça va lui valoir un bon nombre d'attaques. D'accord ? Alors, je ne sais plus si... Alors, on va aller sur la diapo suivante. Donc, comme je vous ai dit, dès qu'il va être à la présidence, dès qu'il va arriver à la présidence, en fait, il va consacrer, enfin, il va être, il va concentrer tout un certain nombre d'attaques. D'accord ? Il nous est dit le point de départ de la, donc vous voyez, croisade, de la croisade menée par la droite chrétienne et ses partisans, était la remise en cause de la foi d'Obama, traité de musulman radical. Donc la première chose qu'on voit ici, hop. Donc, on attaque sur sa personne. Donc, premièrement, on le traite de musulman radical. Et après, à l'appui, on s'empressait de mettre en avant son second prénom, Hussein. Donc, en plus, Hussein, Saddam Hussein, bon voilà. C'est pas... Ainsi que sa fréquentation en Indonésie d'une école coranique. Donc, effectivement, Barack Obama, donc sa mère était athée et son père était musulman. D'accord ? Donc lui, il n'a jamais été musulman, mais en fait, de par ses origines, en fait, il y a vraiment eu des attaques très dures sur sa personne, et il a dû même publier un acte de naissance complet. Enfin, voilà, c'était vraiment très virulent. Alors, deuxième attaque, on continue, donc si on peut mettre le PowerPoint. Alors, en plus du manque d'expérience politique du candidat démocrate, ses adversaires le présentaient comme un gauchiste voulant à tout prix instaurer un État régulateur qui briderait la liberté des citoyens, notamment en contrôlant l'activité économique du pays. Alors, qu'est-ce que ça vous évoque, ça ? Donc, je relis. Donc, on le présente comme un gauchiste qui va instaurer un État régulateur qui va brider quoi ? La liberté. La liberté des citoyens. Donc, qu'est-ce qu'on attaque ici ? Le type de gouvernement qui peut être en place. Voilà, donc le type de gouvernement. Donc là, vous voyez effectivement, alors pendant l'évêque, on a étudié le libertarisme, d'accord ? Et on a vu que le libertarisme, c'était vraiment un mouvement qui prônait justement la réduction au maximum de l'État, en fait. La réduction au maximum des contraintes. D'accord ?
Et donc là, on voit un petit peu ça à travers ça. Donc c'est en fait la notion de liberté, d'accord, la notion de contrainte de liberté. Donc, alors je vais mettre gouvernement. D'accord. Donc on continue. Donc tout ça, ce sont les attaques de la droite chrétienne contre ce président. Donc on continue. On va mettre la diapo. Donc les attaques contre Obama portaient également sur quoi? Sur le fait qu'il soit favorable à l'avortement. Et également donc l'union pour les couples homosexuels. Donc je vais mettre homosexualité. D'accord? Et donc c'est pas fini. Voilà, donc des pratiques jugées contraires aux vérités fondamentales des Saintes Écritures. En ligne de mire, il y avait aussi ces positions en matière donc d'immigration, d'environnement et de politique étrangère. Donc il y a immigration, hop, environnement, et je vais mettre ici politique étrangère. D'accord? Donc ça fait beaucoup, vous ne trouvez pas? Donc si on résume, premièrement, on l'attaque sur sa personne, donc musulman, son nom de famille, musulman radical, il a fréquenté une école coranique soi-disant. Deuxième chose, son gouvernement, donc lui il veut intervenir pour pouvoir un petit peu faire disparaître les inégalités, on attaque sur ça. Sa politique étrangère, sa position sur l'avortement, sur le fait qu'il est favorable à l'union civile des homosexuels, sur l'immigration et sur l'environnement. Donc ça, ce sont toutes les attaques en fait qu'a concentré du coup Barack Obama. Et donc on va essayer de comprendre en fait comment, à travers son mandat, comment il va essayer justement de mettre en marche la lutte pour l'égalité. D'accord ? Et ce que je vous propose de faire, c'est que on va essayer de s'interroger aussi sur son parcours. De la même façon qu'on l'a fait pour George Bush, vous vous souvenez, on a retracé un petit peu son parcours, sa conversion, comment ça a impacté sa présidence. Et je vous propose de faire la même chose pour Obama. Alors, est-ce que vous savez, Obama, comment il a grandi, comment était donc je vous ai déjà dit, donc sa mère était athée, son père était musulman, donc déjà il y a une sorte de pluralisme en fait. Ça change un petit peu de George Bush qui était méthodiste au Texas, dans un État du Sud, Bible Belt, conservatif, donc ça change un petit peu. Donc sa mère est athée, son père est musulman, donc il développe une ouverture d'esprit, et donc il va, à l'inverse en fait de George Bush, qui va du jour au lendemain avoir cette conversion et ce basculement, on peut dire, et Barack Obama en fait, il va devenir chrétien, mais de façon vraiment progressive en fait, d'accord ? Et en fait, ça va se passer donc au milieu des années 80. Donc en fait, il va décider, donc il habite à cette époque dans la ville de Chicago, et en fait, il va s'engager en tant que travailleur social près en fait des paroisses catholiques, et il va donc pouvoir lutter en faveur des plus démunis, d'accord, dans la ville de Chicago. Et donc, par travers cette expérience, il va expérimenter le fait de lutter contre les injustices, aider les plus pauvres, aider les plus démunis. Et en fait, ça va vraiment impacter finalement sa politique plus tard, lorsqu'il sera président. Et surtout, donc, dans cette ville de Chicago, il va pouvoir côtoyer beaucoup de groupes ethniques différents, des quartiers défavorisés. Et en fait, ça va lui donner une affection vraiment profonde pour les gens ordinaires. Et il va tout de suite être
attiré du coup pour promouvoir la bonne entente entre les différentes communautés. Donc ça va être très important pour lui, et il ne va pas être tomber dans le piège du communautarisme ou du nationalisme noir. Donc lorsqu'il va être président, il va vraiment être quelqu'un de rassembleur, qui va vraiment chercher à promouvoir donc la bonne entente entre les différentes communautés. D'accord ? Et donc, quelle est sa vision ? Et bien en fait, il y a beaucoup de tolérance. Il va, pour lui, la foi et les croyances doivent être là pour rassembler, comme on l'a dit, et accepter, chaque croyant doit accepter les religions différentes. Et donc, si on va prendre la diapo numéro 25. Plutôt la 26, pardon. Ça commence par la rhétorique manichéenne. Voilà, c'est ça. Donc, on va voir ici en fait comment cette vision en fait que va développer Barack Obama, elle va vraiment s'opposer à la vision en fait qu'a la droite chrétienne. Donc, il nous est dit la rhétorique manichéenne de la droite chrétienne s'articule autour de la conviction qu'il ne peut y avoir que le vrai et le faux. Ce qui est vrai est juste et obtenu de la révélation biblique et doit, par conséquent, être imposé par la loi. Est considéré comme faux tout ce qui diffère de ce qui est jugé vrai. Donc, on voit que c'est très binaire, et c'est très... il n'y a pas de tolérance. Est-ce qu'on est d'accord ? Oui. De plus, le vrai et le faux ont été définis une fois pour toutes. Et c'est là-dessus que je voudrais votre attention. Notez bien. Donc, de plus, le vrai et le faux ont été définis une fois pour toutes. Ce qui valait hier vaut aujourd'hui et vaudra demain. Ça, alors, juste pour savoir, qu'est-ce que ça vous évoque quand vous entendez ça, quand vous voyez ça? Ah, j'ai pas entendu. Donc, conservatisme. Par rapport à bon, c'est exactement... Moi, dans mes notes, j'avais noté antidispensation, parce que tout de suite, ça m'a fait écho, en fait. Lorsqu'on a compris, effectivement, les dispensations, la lecture dispensationnelle, en fait, on a compris, finalement, qu'on ne pouvait pas avoir cette lecture-là, en fait. D'accord ? Et on a vraiment compris le problème, justement, d'avoir cette vision-là. Et donc, franchement, c'est des mots, en fait, qui résonnent pour nous, aujourd'hui. Ce qui valait hier vaut aujourd'hui et vaudra demain. Donc on comprend aussi que le discours de la droite chrétienne fasse l'économie de la nuance. Donc il n'y a pas de nuance, c'est soit blanc, soit noir, soit vous êtes avec nous, soit vous êtes contre nous. Donc c'est vraiment cette vision en fait qui a été à l'œuvre, donc sous le mandat de George Bush, et que justement Obama va chercher à challenger et à déconstruire. Donc réductrice, cette représentation du monde est un déni de la réalité. Elle est peu sensible aux circonstances de lieu et de temps et peu soucieuse du cheminement de l'individu et des aléas de la vie. Et moi, ce qui m'a interpellé, donc on va en parler plus tard, notamment lorsqu'on va parler de l'homosexualité par rapport à Barack Obama. En fait, au départ, il n'était pas forcément pour en fait, le mariage homosexuel. Et en fait, sa position, c'est ce qu'on va vraiment approfondir tout à l'heure, sa position, en fait, elle va évoluer en fait, au fil du temps. Et on va voir pourquoi. Mais ce que j'aimerais vraiment qu'on puisse comprendre, c'est que finalement, il y a vraiment ces deux visions qui s'opposent en fait. Donc il y a une vision qui considère que voilà, les choses sont définies, ce qui est bon hier et ce qui est bon aujourd'hui, c'est la même chose, qu'il n'y a pas d'évolution possible. Et en fait, Obama, en fait, il va proposer autre chose. Alors, lorsqu'on s'intéresse du coup à la vision du coup qu'a prôné Obama, il y a un terme qui revient. C'est ce qu'on appelle, alors je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, le réalisme chrétien. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Non ? D'accord. Alors en fait, Obama, il a été influencé par un philosophe. Donc ce philosophe s'appelle Reinhold Niebuhr, je ne sais pas si je prononce bien. Et en fait, ce philosophe,
il a théorisé en fait le concept du réalisme chrétien. Et on va voir qu'en fait, Obama va beaucoup s'inspirer de ça en fait pour sa politique à la fois intérieure et extérieure. Alors en quoi ça consiste? Alors on va prendre la diapo numéro 17. Ok. Voilà. Donc en fait c'est un philosophe qui s'appelle Niebuhr, et c'est un philosophe qui a influencé donc beaucoup de pasteurs évangéliques, donc progressistes, notamment Martin Luther King également. Et voilà ce qu'il nous dit. Donc le réalisme chrétien prôné par Niebuhr influence profondément la vision du monde d'Obama. Donc, comme son philosophe préféré, donc c'était le philosophe préféré d'Obama, ce dernier est convaincu que le mal et la souffrance sont une réalité incontournable qui marque la condition humaine. Donc lorsqu'il dit ça, en fait, nous, ce qu'on comprend dans notre langage, c'est que voilà, le péché est une réalité et qu'on en subit les conséquences. Enfin, moi, c'est ce que je comprends, et que ça fait partie, effectivement, de notre quotidien d'aujourd'hui. Et voilà, c'est quelque chose qui est incontournable dans la condition humaine. D'accord? Donc, c'est ce qu'il dit. Il retient également que de son inspirateur, l'idée fondamentale selon laquelle tout dirigeant doit se montrer humble et modeste par rapport à ce qu'il peut réaliser. Alors, pourquoi c'est important ici? Donc, j'aimerais qu'on s'arrête un petit peu. Tout dirigeant doit se montrer comment? Humble et modeste par rapport à ce qu'il peut réaliser. Alors, en quoi ça contraste avec ce qu'on a vu tout à l'heure sur George Bush? Est-ce que George Bush, il était humble et modeste par rapport à ce qu'il voulait réaliser et par rapport au bien qu'il semblait vouloir réaliser? Donc lui, il disait non, moi je suis choisi, moi je suis l'élu de Dieu, et nous, les Américains, nous allons imposer voilà, le bien, c'est notre devoir, c'est notre mission. D'accord? Et en fait, là, on voit une vision qui est totalement différente. Il faut se montrer humble et modeste par rapport à ce qu'on croit être bien. D'accord? Mais sans pour autant utiliser la présence du mal dans le monde comme une excuse. Donc, pour baisser les bras ou pour sombrer dans le cynisme. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on décrypte un petit peu. Et après, elle continue. Ainsi, il doit être capable de trouver un juste équilibre entre l'idéalisme naïf et le réalisme amer. Alors, pour que vous puissiez comprendre un petit peu, je vais vous donner un exemple. On va prendre l'exemple du climat. La droite chrétienne conservatrice, il considère que, puisque de toute façon, Jésus va revenir et que la terre va être détruite, ça ne sert à rien de s'occuper du climat en fait. Et que bon, on peut continuer à polluer de toute façon tant qu'on peut, et donc c'est pour ça en fait qu'il s'oppose vigoureusement à tous les accords qu'il y a par rapport donc le protocole de Kyoto, tous les accords qu'il y a par rapport au climat. Déjà parce que l'État intervient, donc libertarisme, mais en plus parce qu'au final, ça ne sert à rien, puisqu'au final, on sait que... Voilà. Donc vous voyez un petit peu, et donc à travers ce concept en fait, du réalisme chrétien, on comprend en fait toute l'opposition qu'il y a entre ce que va prôner la droite conservatrice. D'accord ? Et donc Obama, lui, va vraiment chercher, donc, dans les différents aspects de son programme, à pouvoir établir tous ces points. Et la deuxième chose, en fait, qui est importante par rapport à ce philosophe, donc Niebuhr, c'est qu'il a insisté beaucoup sur la séparation de l'Église et de l'État. Donc on va prendre la diapo suivante. Donc qu'est-ce qu'il nous a dit? À l'inverse de l'ancien président américain George Bush, qui croyait quoi? Que l'Amérique avait la mission divine de répandre la bonne nouvelle par la force. Vous voyez? Donc c'est effectivement ce qu'on a vu tout à l'heure. La mission divine de répandre la bonne nouvelle par la force. D'accord? Donc quand je vous disais, voilà, le fait d'être humble et modeste par rapport à ce qu'on veut ou ce qu'on croit pouvoir réaliser. Et bien lui, Barack Obama estime que l'engagement américain doit être réaliste et porteur d'espoir. Il faut selon lui que les États-Unis résistent à la tentation hégémonique et qu'ils travaillent davantage avec leurs partenaires à la recherche de solutions globales, avec comme priorité quoi? Le respect des droits de l'homme et la défense des valeurs démocratiques. Et on pourrait rajouter aussi la défense de l'égalité et la défense des droits des minorités. D'accord? Et donc là, ce qu'on voit ici, c'est que
les États-Unis, dans leur politique extérieure, ils ne doivent pas être dans une position hégémonique et ils ne doivent pas imposer en fait leur loi ou leur volonté aux autres en fait. Mais ils doivent être dans le dialogue et dans la collaboration. Et donc c'est ce que Obama va chercher à imprimer. Mais ce que j'aimerais qu'on retienne ici, c'est qu'il faut en tout cas séparer l'Église et l'État. Alors, je ne sais plus où j'ai... Alors, tentation hégémonique, peut-être qu'on ne sait pas trop ce que ça veut dire, c'est vouloir élargir le périmètre de sa domination. Voilà. Donc, tentation hégémonique, c'est pour vouloir élargir le périmètre de sa domination. Et donc, un des points de rupture également, ça va être, comme je l'ai dit, la séparation de l'Église et de l'État. Et donc, sur la diapo 10, voilà, donc notre gouvernement ne parraine pas une religion et ne fait pas pression sur quiconque pour qu'il pratique une foi particulière ou n'importe quelle foi, a déclaré M. Obama. Le résultat est une culture où les gens de toute origine et de toute croyance peuvent fréquemment et fièrement pratiquer leur culte sans crainte ni coercition. Et il continue en déclarant « La liberté de religion est une valeur que nous continuerons à protéger ici, chez nous, et à défendre dans le monde entier. Et c'est une valeur que nous gardons avec vigilance ici aux États-Unis. » Obama a déclaré qu'une loi qui lie les gens de toutes les confessions est la règle d'or selon laquelle nous devons nous traiter les uns les autres comme nous souhaitons être traités. Donc vous voyez ici que l'Église et l'État doivent être séparés et que le gouvernement ne doit pas imposer en fait une religion ou ne doit pas favoriser une religion. Donc c'est vraiment donc sa vision et c'est ce qu'il va vraiment essayer d'implémenter, donc en rupture en fait avec ce qui avait été fait auparavant. C'est la Constitution qui est... Voilà. Donc c'est effectivement ce qui est mentionné dans la Constitution. Alors, il va, comme à l'inverse de son prédécesseur, sur différents thèmes, en fait, il va vraiment imprimer des choses, il va mettre en place des lois. Et la première des choses qu'il va faire, donc là, ça concerne plutôt l'avortement. Alors déjà, il va déclarer quelque chose par rapport à l'avortement. Je vais essayer de retrouver... Voilà, donc c'est la diapo numéro 16. Donc, ce qu'il va faire... Alors, on va... Diapo numéro 16. Alors, donc, par rapport à l'avortement, donc, je pense que la plupart des Américains reconnaissent qu'il s'agit d'un problème, donc l'avortement difficile pour les femmes et leurs familles qui prennent cette décision. Elles ne le font pas de gaieté de cœur. Je fais confiance à ces femmes pour arriver à cette solution, en accord avec leur famille et leur église, comme tant d'Américaines le font. Donc, au départ, donc Barack Obama, il se présente comme un candidat chrétien. Donc, par rapport à l'avortement, il ne va pas avoir une position très tranchée. Il va avoir une position plutôt nuancée. Mais en fait, plus le temps va évoluer, et en fait, plus il va évoluer en faveur de l'égalité des droits. Et lorsqu'il va arriver en poste, une des premières décisions qu'il va prendre, c'est qu'il va autoriser le financement par l'État de la recherche sur les cellules souches embryonnaires. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier avec ce sujet. Donc, je vais parler sous contrôle de Muriel, qui maîtrise beaucoup mieux tous ces aspects médicaux. Mais en tout cas, moi, de ce que j'en ai compris, en fait, la recherche sur les cellules souches, donc ces cellules souches, c'est des cellules qui sont en fait au niveau de l'embryon. Donc dès qu'il y a fécondation, il y a un groupement, un amas de cellules en fait. Et en fait, ces cellules, c'est des cellules qui sont très importantes pour pouvoir, notamment au niveau des progrès de la médecine, pour pouvoir guérir des maladies et faire des progrès dans l'avancée de la médecine en fait. Mais ça pose aussi un problème éthique, puisque lorsqu'on extrait ces cellules, en fait, ça impacte finalement des embryons. Alors, c'est même pas vraiment des embryons, puisque c'est juste après la fécondation.
mais les partisans du mouvement pro-vie, donc qu'on connaît, hein, maintenant qu'on est familier avec ces thèmes aux États-Unis, donc sont vent debout contre ces choses en fait. Et donc sous George Bush, ces choses avaient été ou essayé d'être interdites, d'accord. Et donc lui, tout de suite, Obama, ce qu'il va faire, c'est qu'il va autoriser à nouveau donc, le financement de ce type de recherche, qui avait été du coup mis au banc par la droite chrétienne. D'accord ? Et après, donc, je vous avais parlé tout à l'heure en fait, de l'interdiction du financement des ONG qui favorisaient l'avortement, que Bush avait mis en place. Et donc lui, Obama, ce qu'il va faire, il va lever cette interdiction, et il va déclarer qu'il veut donner à la science la juste place, la place qu'il lui faut, en fait. D'accord ? Et il va continuer, en fait, donc il va soutenir aussi, donc il va soutenir le droit à l'avortement, et il y a différentes contributions, en fait, qui avaient été au niveau de l'ONU, des contributions pour des organisations qui luttaient pour la santé des femmes, pour l'accès à l'avortement pour les grossesses non désirées. Et en fait, il va rétablir en fait, ces contributions que les États-Unis donnaient en fait, à ces organisations. D'accord ? Donc, sur l'avortement, il va avoir quand même une ligne plutôt modérée et en fait, qui va évoluer avec le temps. Alors, pour l'homosexualité, donc, parce que c'est c'est aussi une des attaques. Donc, l'homosexualité, alors la première chose qu'il va faire, c'est qu'il va abolir une loi. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette loi. C'était la loi Don't Ask, Don't Tell. Ne demandez rien, ne dites rien. Est-ce que vous avez entendu parler de cette loi ? Ah, dans l'armée. C'est exactement ça. Donc, alors, on va donner un petit peu de contexte. Donc, dans l'armée américaine, les homosexuels étaient interdits pendant très très longtemps. Et sous Bill Clinton, alors, c'était pas possible de les réintégrer tout de suite, mais pour faire avancer les choses, ce que Bill Clinton a fait, c'est qu'il a fait une loi, une sorte de compromis, on va dire. Donc, ce n'est pas les autoriser pleinement, ce n'est pas les interdire pleinement, c'est une position qui est juste au milieu. C'est-à-dire, en fait, lorsque vous êtes homosexuel, vous ne dites rien, et on ne vous embêtera pas. Donc, comme ça permet que les homosexuels puissent servir dans l'armée, mais en même temps, on ne leur donne pas ouvertement l'autorisation de déclarer ce qu'ils sont en fait. Donc c'est une position qui est un petit peu compromis, mais c'est quand même une position discriminatoire, puisque en fait, l'homosexuel ne peut pas s'exprimer en fait. Il peut pas. C'est vraiment ni vu ni connu en fait. Hein. Donc cette loi, elle s'appelle vraiment comme ça, c'est Don't Ask, Don't Tell. Donc ne demandez pas, ne dites rien. Et donc cette loi, elle avait été promulguée sous Bill Clinton. Et Obama, ce qu'il va faire, la première chose qu'il va faire, c'est qu'il va annuler cette loi en fait. Et le fait d'annuler cette loi, ça va permettre du coup aux homosexuels de pouvoir servir ouvertement dans l'armée et de pouvoir dire clairement qu'ils sont homosexuels. Et quand il va dire ça, quand il va annuler cette loi, il va y avoir vraiment une levée de bouclier de la part de la droite chrétienne conservatrice. Et même, des gens vont même parler de chaos gay, en fait. C'est-à-dire qu'ils vont dire, en fait, si on laisse les homosexuels dans l'armée, ça va être le chaos. Et donc le terme qui est resté, c'est le chaos gay. C'est pour vous montrer vraiment à quel point les gens étaient vraiment vent debout contre cette loi. Sur la question du mariage homosexuel, au départ, donc Barack Obama, il va être... il est pour ou contre, à votre avis ? Contre ? Alors, effectivement, il est contre. Il est contre. Au départ, il est pour, en fait, une union civile, effectivement. Donc, un peu comme le Pax, je crois, qu'on a ici. Donc, pour une union civile, pour les homosexuels, pour qu'ils puissent avoir les différents avantages. Mais par contre, on ne touche pas au mariage. Voilà. Le mariage, c'est sacré. Donc, en fait, c'est vraiment sa position, en fait, au tout départ. Et sous George Bush, il y avait un amendement qui avait été proposé pour pouvoir vraiment interdire le mariage homosexuel. Et en fait, on a vu que cet amendement, il n'a pas pu aboutir. Et donc cette position,
lui, au départ, donc Obama, il refusait qu'il y ait un amendement pour favoriser le mariage homosexuel. Et en fait, il laissait, du coup, la liberté aux États. D'accord ? Mais ce qui est intéressant, c'est que, un petit peu par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est que plus le temps avance, et dans ses déclarations, on sentait qu'il était à l'écoute, en fait. Qu'il était à l'écoute et que sa position, pouvait changer. Et donc lui-même, il va déclarer, ma position, elle n'est pas figée, en fait, par rapport à ce sujet. Et à cette époque-là, Joe Biden le président actuel, était déjà un petit peu plus avancé puisqu'il disait qu'on pourra pas, on sera obligé d'avancer vers le mariage homosexuel. Donc Joe Biden avait déjà acté ça, mais Obama restait un petit peu en retrait. Et puis il y a une anecdote, donc la diapo 13. Donc c'est dans ses mémoires en fait que Obama va raconter ça. Donc il est dans une interview radio et on lui demande sa position sur le mariage homosexuel et il répond qu'il est opposé en raison de ses traditions religieuses. Et il y a une personne qui va l'appeler en fait, qui est justement lesbienne et qui va l'appeler et qui va lui dire que, comme il est dit, elle avait été blessée parce qu'elle avait l'impression qu'il avait suggéré que elle et les gens comme elle étaient des mauvaises personnes. Et donc ce qu'il va répondre, il va dire « Et on m'a rappelé qu'il est de mon devoir, non seulement en tant qu'élu, dans une société pluraliste, mais aussi en tant que chrétien, de rester ouvert à la possibilité que mon refus de soutenir le mariage gay soit mal avisé, que l'appel de Jésus à s'aimer les uns les autres pourrait exiger une conclusion différente. » Donc vous voyez en fait dans quelle position en fait il est. Donc effectivement, il va dire que, dans cette interview, il va dire qu'il est contre, mais une personne va l'interpeller et en fait il va commencer à se remettre en question et se dire est-ce que finalement, est-ce que ma position elle est bonne en fait, est-ce que je ne devrais pas revoir en fait un petit peu ma position. Et on sait que donc en 2015 finalement, en fait le mariage homosexuel va être autorisé par la Constitution et il va faire plusieurs déclarations à ce sujet qu'on verra plus tard. Donc on va retracer les différentes étapes. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on retrace les différentes étapes de ce que je vais appeler la marche vers l'égalité. Et on va voir en fait comment Obama, progressivement, en fait, il va vraiment se positionner en faveur des droits des minorités sexuelles. Ça commence en 2014. Alors, voilà. Donc, il y a un premier décret qui va être signé, donc c'est en juillet 2014. Et donc je vais l'appeler décret LGBT. Je ne sais pas si décret LGBT. Donc c'est un décret en fait qui va protéger les employés LGBT qui travaillent pour le gouvernement. Et donc il va déclarer en fait que les contrats fédéraux de l'Amérique ne devraient pas subventionner la discrimination à l'encontre des LGBT. Et donc il va mettre en place un décret qui va supprimer du coup la discrimination qu'il y avait auparavant pour en fait les travailleurs LGBT. Quelques temps plus tard, donc là on est en décembre, décembre 2014, donc là c'est au niveau de son administration. Donc ils vont déclarer, donc l'administration Obama, en fait que la loi sur les droits civils, les droits civiques, dont vous vous souvenez, on en a parlé tout à l'heure, donc 1964, cette loi en fait doit se comprendre comme étant également favorable pour les LGBT. D'accord ? Donc ça c'est vraiment une avancée puisque les droits civiques c'est quand même une étape majeure aux États-Unis, dans l'histoire des États-Unis. Et donc en fait il va
dire que finalement, si on applique ces droits civils donc aux personnes noires, aux personnes discriminées, ben on doit aussi l'appliquer aux LGBT. Donc, alors, je vais mettre droit civique. Droit LGBT. Voilà, donc on continue. Donc, 2015, donc au mois de janvier. Donc là, c'est dans un discours qu'il va prononcer. Et alors, ce que vont noter les observateurs, c'est que pour la première fois dans le discours, il va parler des transgenres, en fait. Donc, il va parler des transgenres. Et en fait, il dit dans son discours qu'il défend la liberté d'expression. Et il va citer un certain nombre de groupes. Il va parler des prisonniers politiques. Et qu'il condamne la persécution donc, des minorités religieuses, des femmes, des lesbiennes et des transgenres. Donc en fait, il va citer, et c'est la première fois en fait que ce mot est cité en fait dans un discours officiel. En avril 2015, il va interdire la thérapie de conversion. Est-ce que tout le monde est... Oui ? Thérapie de conversion. Donc quand quelqu'un est homosexuel, on essaye de le guérir. Voilà, très bien. Donc, juin 2015. Qu'est-ce qui se passe en juin 2015 ? Oui, donc oui, le mariage, qu'est-ce que... Voilà, donc la Cour, effectivement, vous êtes fatigué, hein. Donc la Cour suprême, elle va garantir effectivement le mariage homosexuel donc aux personnes du même sexe. Donc, comme c'est une décision de la Cour suprême, donc c'est valable pour tout le pays, puisque en fait, vous savez, il y avait des États où c'était interdit. Et donc, moi, ce que je voulais qu'on voit, en fait, c'est ce qu'il va déclarer, en fait, à ce moment-là. Donc, on va prendre la diapo numéro 14. Voilà, donc après que la Cour suprême des États-Unis a jugé que le droit au mariage est fondamentalement garanti aux couples du même sexe, le président Obama prononce un discours. Cette décision affirme ce que des millions d'Américains croient déjà dans leur cœur. Lorsque tous les Américains sont traités comme des égaux, nous sommes tous plus libres. Comme des égaux, nous sommes tous plus libres. Qu'est-ce que ça vous évoque ? Surtout la fin. Donc, oui. Ok, l'égalité, liberté, très bien. Donc en fait, moi ce que ça m'évoque, c'est que c'est premièrement l'égalité et après la liberté en fait. Parce que finalement, c'est ça un des sujets, c'est lequel prend le dessus finalement. Lorsque les deux sont en tension, est-ce que c'est la liberté qui prend le dessus ou est-ce que c'est l'égalité ? Mais là, on voit ici, c'est que lorsqu'on traite les Américains comme égaux, donc égalité premièrement, et ensuite c'est la liberté en fait. D'accord ? Donc j'ai trouvé ça intéressant par rapport à ce qu'on étudie dans les vêpres. Et je trouvais aussi intéressant donc la réaction de la droite chrétienne. Donc, lorsque on arrive donc c'est le 26 juin 2015. Donc lorsque cette décision a été actée, je pense que la rupture entre la droite chrétienne et Obama a été vraiment définitive et je pense qu'ils lui en voudront pour la fin de
de leur jour. C'était vraiment la pire chose hein, qui pouvait arriver. Et donc dans la diapo suivante, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, donc voilà, donc toutefois un tournant a lieu, donc comme on l'a vu, donc le 26 juin 2015, lorsque la Cour suprême, donc dans l'affaire Obergefell contre Hodge, que le mariage entre personnes du même sexe était un droit protégé par la Constitution, donc pour les 50 États des États-Unis. Donc on nous indique qu'avant cet arrêt, donc le mariage était légal dans 37 États, il y avait 13 États où c'était interdit. Voilà. Et donc Barack Obama, lui, ce qu'il a dit, c'est qu'il a dit que c'est une grande étape dans la marche vers l'égalité. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant par rapport du coup à ce qu'on étudie en ce moment. Et par contre, la droite chrétienne, alors eux, ils sont effectivement furieux. Et ce que j'ai trouvé vraiment fort, c'est que c'est la dernière phrase qui nous dit que face à cet arrêt, qui est aux États-Unis à force de loi, les États les plus conservateurs multiplient les mesures qui visent à légitimer la dissidence religieuse, notamment en exemptant certaines personnes ou organisations de se conformer à la loi, avec pour conséquence une recrudescence de la discrimination contre les homosexuels. Donc voilà, donc alors que cette loi a été actée, eh bien en fait, on a donc des États qui vont multiplier la jurisprudence pour pouvoir essayer de contourner et pour pouvoir continuer à discriminer. D'accord ? Mais ceci étant, ça reste quand même une victoire en fait, en tout cas pour Obama, en fait, pour la marche pour l'égalité, et vraiment une grande défaite pour la droite chrétienne conservatrice. Alors donc on a vu qu'il y avait la politique étrangère, l'avortement, l'homosexualité, l'immigration. Combien de temps il me reste du coup ? D'accord. Alors, on ne va pas forcément rentrer dans le détail parce que j'aimerais qu'on voit aussi le Tea Party. D'accord. Je ne sais pas si ça évoque quelque chose pour vous, mais voilà, on va finir par ça. Mais très rapidement, donc dans le domaine du climat, alors, 2 petites secondes. Alors, je ne retrouve plus mes notes. Alors, c'est pas grave. Voilà, donc par manque de temps, on ne va pas forcément rentrer dans le détail de tous les aspects. Mais effectivement, sur le climat, sur l'immigration, effectivement, la droite chrétienne a été toujours en opposition avec ce que proposait Obama. Et donc, effectivement, c'est pas une surprise. Durant la présidence d'Obama, il y a un événement qui s'est passé, donc je ne sais pas si vous vous souvenez, donc c'était aux alentours de 2008. Si je vous dis la crise des subprimes, est-ce que ça vous évoque quelque chose ? Donc la grave crise économique qu'il y a eu donc en 2008, d'accord ? Donc la crise des subprimes, donc c'est l'immobilier américain. Donc les subprimes, en fait, c'était donc ces personnes qui étaient un peu défavorisées aux États-Unis, à qui on faisait des prêts immobiliers. Et donc, c'est ce qu'on appelle les subprimes, en fait. C'est des prêts hypothécaires pour les personnes qui sont, pour les bas revenus, les personnes qui sont défavorisées. Et en fait, il y a eu en fait une explosion, enfin une crise financière grave sur ces prêts, puisqu'effectivement, beaucoup de banques avaient fait des mauvaises choses, des malversations, et ça a provoqué vraiment une crise mondiale, en fait. Une crise mondiale, d'accord ? Et face à cette crise, qui était, comme on l'a tous vécu, donc c'est une crise vraiment mondiale, Obama, il a voulu proposer un plan de sauvetage pour l'économie, d'accord ? Puisque finalement les banques étaient touchées, et si on ne sauve pas les banques, finalement, qui sont le poumon de l'économie, tout s'écroule. Donc il n'avait pas d'autre choix que de prendre des mesures pour sauver en fait les différents établissements financiers. Et là, on a un problème. Pourquoi ?
certains, donc ça, on va avoir l'émergence du Tea Party. Donc aux États-Unis, vous savez qu'il y a un fort sentiment par rapport à la liberté et par rapport au fait que l'État ne doit pas, en fait, l'État doit s'engager le moins possible. Et lorsque Barack Obama donc, a décidé de sauver en fait ces établissements financiers, et bien tout de suite, il y a eu en réaction un fort ressentiment de la part de certaines personnes qui se sont dit mais pourquoi on paierait, pourquoi on prendrait sur notre argent, puisque l'argent de l'État c'est notre argent, pour sauver ces banques, alors que nous on n'a rien fait, et que du coup l'État intervient et que ça crée plus de contraintes. Et donc il y a un parti libertaire qui s'est créé, qui s'appelle le Tea Party. D'accord ? Et en fait, ce Tea Party, il y a deux choses en fait qui les ont vraiment mobilisés. Et la première des choses, c'est finalement ce que Obama a voulu faire, tout simplement pour sauver l'économie. D'accord ? Donc, on va prendre la diapo numéro 21. Est-ce que vous savez pourquoi on appelle le Tea Party ? Non ? Alors, le Tea Party, donc, ça fait référence au Boston Tea Party. Donc, c'était, donc là, on remonte en 1773. Donc, on est au moment de la Révolution américaine contre la colonie britannique. Et ces colonies britanniques vont instaurer une taxe sur la consommation de thé. Et donc, les Américains, donc les colons américains, ils vont réagir. Donc, ils vont prendre plusieurs bateaux et ils vont jeter, en signe de protestation, des cargaisons de thé à la mer, en fait. D'accord ? Et on va les appeler. Et en fait, cet acte-là, c'est considéré comme vraiment un acte voilà, de révolte contre, voilà, un acte d'indépendance et un symbole d'un combat contre la liberté. D'accord ? Et ils vont être appelés, du coup, le Boston Tea Party. D'accord ? Donc, c'est un acte vraiment fondateur des États-Unis. Et ils s'étaient donc révoltés contre la décision du Parlement britannique d'imposer une taxe, en fait. Une taxe sur la consommation de thé. D'accord ? C'est un événement vraiment fondateur. Et à ce moment-là, donc, on retourne en 2009. Donc, lorsque Obama il va mettre en place ce plan, donc ce plan de relance pour sauver l'économie, et bien en fait se met un mouvement similaire, mais vraiment libertaire et assez populiste, protestataire, conservateur, va naître et va se nommer aussi Tea Party. Sauf que là, donc, le Tea Party, donc c'est... Alors, je vais mettre... Ready. Hop. Voilà. Donc vous avez donc Tea Party pour taxed enough already. Ça veut dire on est déjà trop taxé. D'accord ? Et donc ils vont se révolter avec comme arrière-plan du coup cette révolte qu'il y avait eu en 1773. Et c'est un mouvement. Moi je trouve que bon, toute proportion gardée, ça ressemble un petit peu à ce qu'on a eu avec les Gilets jaunes, en fait. C'est un mouvement qui est parti d'une personne, comme ça, sur Facebook, et qui a fait, comment dire, qui s'est embrasé, mais c'est pas un mouvement qui est vraiment ancré, enfin, voilà, c'est un mouvement qui est très hétérogène et qui a réuni des gens qui étaient mécontents et qui voulaient s'opposer, du coup, à cette, comment dire, à ce que faisait Obama. Et c'est un mouvement qui était contre les impôts, contre l'État, contre l'immigration, contre le contrôle des armes à feu, contre Obama aussi, tout simplement. Et donc un mouvement profondément libertaire qui refusait en fait que l'État puisse intervenir. D'accord ? Et en fait, ce qu'on va voir, c'est que ce mouvement, lorsqu'il va émerger, il va, en fait, il va un peu ringardiser la droite chrétienne finalement. Puisque en fait, il va vraiment prendre le devant de la scène. D'accord ? Il va prendre le devant de la scène. Et il y a encore un autre élément qui va les mobiliser, c'est l'Obamacare. Est-ce que c'est clair pour tout le monde, l'Obamacare ?
Oui. Donc, on a vu le parcours d'Obama. On a vu que voilà, il avait travaillé dans les milieux défavorisés. Et lorsqu'une de ses promesses de campagne, eh bien, c'était de mettre un plan en place pour pouvoir assurer une couverture sociale pour tous les Américains. D'accord ? Donc il y a 32 millions d'Américains qui n'ont pas de couverture sociale. Et donc l'idée, c'était de donner une couverture sociale à l'ensemble des Américains. Et pour cela, il fallait taxer les entreprises pour les obliger à donner une couverture sociale aux plus défavorisés. Donc nous, quand on entend ça, français, on a la sécurité sociale, donc c'est quelque chose qui est évident pour nous. Mais quand vous dites ça à des Américains, les Américains, ils voient rouge. Parce que vous leur dites que vous allez, déjà, premièrement, vous allez intervenir, en fait. L'État va intervenir, puisqu'il va obliger des entreprises à assurer une couverture sociale. Donc, où est la liberté, là ? Vous voyez ? Donc, effectivement, et j'ai trouvé très intéressant que ce mouvement a parlé de dictature médicale. C'est fort, ça, quand même. Dictature médicale, parce qu'on allait on allait obliger les entreprises à assurer une couverture, en fait, aux plus défavorisés. Dictature médicale. Et donc, ce mouvement, en fait, il a vraiment pris de l'ampleur, comme une traînée de poudre, et il s'est vraiment positionné comme un mouvement vraiment anti-État, anti-immigration, anti-Obama. Et à cette époque, la droite chrétienne, le problème avec la droite chrétienne, c'est que tous les grands leaders de la droite chrétienne, ils n'existent plus. Ils sont, Jerry Falwell, Pat Robertson. À cette époque-là, en fait, la plupart d'entre eux sont morts. Et il n'y a pas de véritable relève. Donc en fait, ça commence à s'essouffler un petit peu. Au niveau de la droite chrétienne, il n'y a pas de leader aussi charismatique que les Billy Graham, que les Pat Robertson, que les Jerry Falwell. Ça s'essouffle un petit peu, en fait. Et donc finalement, c'est ce mouvement-là, en fait, qui va, du coup, prendre le relais. Et c'est un mouvement qui a quand même un petit fond, alors on ne pourra pas rentrer dans le détail, mais un petit fond aussi nationaliste, raciste aussi. Ça, il faut le dire. Et que 80% donc, des gens qui adhèrent à ce mouvement sont vraiment des blancs protestants. Donc en fait, c'est ce mouvement-là en fait, qui va prendre le relais un petit peu de ce qu'avait un petit peu fait la droite chrétienne auparavant, le Tea Party. Et ce qu'il va se passer, et on va voir combien de temps du coup ? Ok, très bien. Et on va conclure sur ça, puisque finalement, en fait, le Tea Party, c'est ce qui va être le fer de lance un petit peu pour la suite, pour l'élection de Donald Trump. D'accord ? Donc Donald Trump va beaucoup s'appuyer sur le Tea Party, il va vraiment s'appuyer sur eux. Donc si on lit la dernière diapo, donc en guise de conclusion, donc il nous est dit que les évangéliques ont beaucoup souffert sous Obama. Donc ça, c'est pas une surprise, c'est ce qu'on a vu. Donc c'était vraiment, après la consécration l'heure de gloire, et ça a été la traversée du désert. D'accord ? Loin de se voir vaincus, ils se sont mis en heure de bataille, mais sans trop de réussite, surtout pendant les premières années. Obama a soutenu et obtenu de la Cour suprême la légalisation du mariage gay, une mesure qu'ils ont toujours en travers de la gorge. Voilà. Et ils ont dit, donc, après on parle de les victoires législatives 2008-2010. Et ensuite, il nous est dit, dernier paragraphe, la droite chrétienne a en outre pâti de l'entrée en 2009 sur la scène politique du mouvement Tea Party. Donc c'est ce qu'on a essayé de montrer. Donc, ils ont été un petit peu ringardisés par ce mouvement, en fait, qui a un petit peu pris la proéminence, qui a su exercer une influence plus marquée sur le paysage politique. La déferlante provoquée par les Tea Party a pour effet une marginalisation accrue de la droite chrétienne. Et pour rebondir, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle s'est massivement ralliée au candidat républicain Donald Trump. Donc eux, ils ont soutenu massivement Donald Trump pour pouvoir un petit peu reprendre un petit peu un second souffle. Bien que n'ayant rien d'un leader chrétien,
celui-ci a réussi à mobiliser l'écrasante majorité des évangéliques, et ce, jusque dans les tréfonds de la Bible Belt. Voilà. Donc finalement, en fait, ce passage à vide, en fait, sous la présidence d'Obama, et ben pour rebondir, en fait, ils vont soutenir massivement Donald Trump. Et la suite, on la connaît, 2016, 2020, donc on connaît la suite. Et je pense que ce sera l'occasion, certainement dans un prochain Ash Center, de rentrer dans le détail justement de la présidence de Donald Trump. Il y a énormément de choses à dire. C'est pour ça en fait qu'aujourd'hui, donc Sophie et moi, on a voulu s'arrêter jusqu'à 2014-2016, parce qu'on s'est dit, on ne peut pas bâcler. Enfin, il y a tellement de choses que ça mériterait, je pense, une journée en fait, au final. Enfin, plusieurs présentations en tout cas, pour pouvoir vraiment comprendre ce qui s'est passé, tout ce qui s'est passé avec la droite chrétienne sous Donald Trump. Donc on a voulu laisser ça pour une prochaine présentation et plutôt nous consacrer en fait sur tout ce qui a été accompli jusqu'à Donald Trump, enfin jusqu'à son élection. Voilà. Donc mes deux présentations se terminent donc ici. Voilà, donc j'espère que ça a été clair pour chacun d'entre vous. Voilà, que ça vous a permis de voir donc l'influence, la montée de la droite chrétienne à travers les différents présidents, donc de 1989 jusqu'à 2014-2016. Voilà, donc j'espère que ça a permis d'avoir une vision du coup beaucoup plus claire pour chacun d'entre vous. Et ce n'est pas fini, il y a encore une dernière présentation par Sophie. Et donc Sophie, elle va plus rester sur un petit peu ce qui s'est passé en 2014, puisque 2014, c'est une balise importante pour nous. Donc on dit que c'est une LD. Et donc elle va essayer d'approfondir un petit peu tout ce qui s'est passé en fait aux alentours de 2014. Et voilà, et comme j'ai dit, dans un prochain Ash Center, sûrement, on continuera pour aller pour la suite. Voilà. Je vous propose de terminer par la prière. Éternel notre Dieu, alors que nous avions l'union devant toi, nous voulons te remercier, Seigneur, pour ce que, Seigneur, tu nous donnes cet accroissement de connaissances pour pouvoir vraiment comprendre et nous préparer par rapport à la loi du dimanche, Seigneur, pour pouvoir nous positionner correctement. Merci, mon Dieu, pour ce message que tu nous donnes. Nous sommes vraiment reconnaissants envers toi. Nous nous sentons vraiment pas dignes, Seigneur, de pouvoir avoir autant de choses, Seigneur. Que nous puissions, Seigneur, te rester fidèles, chercher à te plaire en toutes circonstances. Et Seigneur, que tu puisses garder notre esprit focalisé sur la dernière présentation. Seigneur, que tu puisses être avec chacun d'entre nous, donc ceux qui sont présents ici, ceux qui suivent ces présentations sur le Zoom, et que, Seigneur, que toute chose puisse concourir à ta gloire. Au nom de Jésus, Amen.